C'est lui qui a appuyé, c'est bon. Viens. Merci d'être présent pour un bon sujet, à savoir la préservation des sites de notre belle commune. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Patrice Pervez et ça fait une dizaine d'années que je suis président des Amis des sites. Et donc, ce soir, comme d'autres fois dans le passé, les Amis des sites vont contribuer, on l'espère, à préserver les sites. Vous savez qu'il y a 55 ans, notre première bataille consistait à préserver la route de Merkel, puisqu'il y avait un très gros projet de marina. Et on a réussi, alors que la littoral n'existait pas, nous avons réussi à préserver cet espace tout à fait intéressant maintenant. Deuxième chose, un de nos autres grands combats, ça a été le chemin de la Chambre. Certains connaissent ce petit chemin parce qu'il est bien agréable pour s'y promener en sécurité quand on va du village de Kerkendijk à la plage de Sorlock. Et puis il y a un autre combat que nous menons toutes les semaines, et c'est Gilles Guittali qui est derrière debout, et vous pouvez voir, c'est la lutte contre le baccaris, puisque souvenez-vous, il y a 10 ans, les marais de Mesquite, on ne les voyait plus parce qu'ils étaient cachés par des arbustes gigantesques qui avaient complètement envahi nos marais salants. Et le fait que nous soyons actifs dans ce combat, parce qu'on a créé un collectif national qui a mis au point les meilleures techniques de lutte contre le baccaris, et eh bien on a réussi parce que quand les gens de Cap-Atlantique ont vu qu'à Mesquite on se bougeait, eh bien on a été un peu prioritaire pour l'action de lutte contre le baccaris, ce qui fait qu'aujourd'hui, on marais au moins au niveau de Quignac et de Calcadélec, on voit maintenant les marais alors que c'était plus possible dans le passé. Mais je ne suis pas là pour vous parler du passé. Je suis là pour vous passer du présent. Et regardez, le présent c'est quoi? En fait, ce que je vous montre là, c'est une vieille photo, une vieille carte postale de la baie du Cabonnet. Et cette baie du Cabonnet, elle a un caractère tout à fait intéressant. C'est une falaise ocre. Alors, dans la région, il y en a, puisqu'on en voit à Sérac en face, on en voit aussi à Pélétin, on en voit aussi un peu à Piriac, mais ce sont des falaises qui ont du caractère, ça on peut pas nier, ils ont du caractère, mais ce n'est pas leur seule catégorie. Ça fait vraiment un outil. Et malheureusement, il aurait arrivé des malheurs à cette falaise. Alors, on la voit encore là, en noir et blanc, puisque l'autre avait été colorisée. Parce que la photo avait été prise à une époque où on n'avait pas la photo couleur. On la voit là encore. Vous remarquerez ici, là, je ne sais pas si ça se voit, ici ma flèche se voit pas, j'utilise plutôt ça. Ici, remarquable, ici c'est la maison Kerloï. C'est celle-là, non, c'est plutôt celle-là, voilà, maison Kerloï, on en reparlera plus tard. Ici, alors voilà la caractéristique de cette falaise, c'est cette roche ocre. Alors c'est quoi en fait? Je vais vous raconter je vais vous faire un petit peu de géologie, mais pas trop. Elle est constituée de micaschiste. Alors c'est quoi le micaschiste? En fait, c'est de l'argile qui a été transformée par métamorphisme. Alors le métamorphisme, méta ça veut dire changer. En fait, c'est l'action de la température et de la pression. Ce qui était de l'argile est devenu une roche métamorphique. Alors ça se présente en feuillet, vous remarquerez, on a ici un litage, c'est-à-dire ce qu'on voit ici, c'est que c'est sous l'action de la pression ici, là, ça c'est quand les plaques tectoniques, c'est-à-dire ce qui fait la formation des montagnes, eh bien on voit que là ça a été plissé, puis après ça a été bousculé. Ça a été bousculé et renversé, mais on voit très bien ce litage. Alors ces roches, elles sont constituées donc de micaschistes, et on va voir que ce micaschiste, il évolue. C'est-à-dire qu'il est constitué à la base d'argile, c'était des argiles, et il redevient argile. C'est une espèce de cycle. Ici, on a un autre exemple. Et ici, alors là, ça c'est quelque chose qui a fait... Notre falaise, elle est vraiment intéressante sur le plan géologique parce qu'elle a fait l'objet d'une présélection dans l'inventaire régional des richesses du patrimoine géologique des Pays de la Loire. Donc en fait, cette baie du Cabonnet est tout à fait intéressante. Alors là, ce qu'on voit, c'est une forme. Alors, il faut vraiment être expert pour voir ça, je vous le dis tout de suite. Donc ici, vous avez un pli en joue. Alors ça, c'est assez remarquable. Bon, les géologues voient ça très nettement. Ça, j'ai récupéré ça. C'est M. Papillard, qui est un géologue, qui a fait cette fiche.
Alors, M. Papillard, je l'ai emmené il y a une semaine précisément sur le site. Il était content de revoir ces photos, mais c'est un géologue du BRGM. Alors, le BRGM, on va en reparler, c'est le Bureau des recherches géologiques et minières. C'est un institut d'État avec des scientifiques, et on va voir qu'on aura besoin de leur lumière. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi sur cette falaise du Cabonnet? Eh bien, sur cette falaise du Cabonnet, on va voir une espèce protégée. Cette espèce protégée, c'est l'hirondelle de rivage. Alors, cette année, je ne l'ai pas vue. Cette année, elle n'était pas là. Mais, si elle était là, Gilles me dit qu'elle était là. Bon. L'hirondelle de rivage est un oiseau étonnant. Elle niche dans un tunnel qu'elle creuse elle-même dans la falaise, dans la petite partie sableuse qui se trouve au sommet de la falaise. Elle le fait avec son bec, puis évacue la terre avec ses pattes, et cela en battant des ailes pour se tenir en suspension, en sorte un forage en vol stationnaire. C'est un des très rares oiseaux européens à creuser ainsi son nid dans une galerie. Et elle ne creuse pas un petit tunnel. Il fait souvent 50 à 90 cm, voire jusqu'à 1,20 m. Toutefois, l'hirondelle de rivage n'est pas présente au Cabonnet tous les ans. Espérons qu'elle revienne chez nous au printemps prochain. Bien, alors cette hirondelle de rivage, elle n'est pas présente tous les ans, et surtout elle est assez farouche, parce que si elle est épouvantée, bon bah voilà, elle va se déplacer sur un autre territoire. Mais j'ai vu qu'il y avait, parce que ça, si vous vous souvenez, pour les anciens, la colonie Saint-Jacques, ça dira quelque chose, il y a le petit parking devant, bah, c'est là qu'elles sont. C'est là qu'elles ont été filmées il y a 3 ans, ici. Maintenant, je vous donne la parole, une première fois. Très souvent, pendant cette séance, je vais vous donner la parole pour avoir un peu votre sentiment sur cette falaise, parce que moi j'y vais depuis les débuts des années 60, mais tout le monde n'y va pas, parce qu'en fait, elle est un peu protégée de la foule, parce qu'elle est difficile d'accès. C'est-à-dire qu'il faut connaître le petit chemin, le sentier de Kerlandec, il faut connaître le chemin qui mène à l'ancienne colonie Saint-Jacques, ce qui fait qu'elle est tout à fait préservée, et de la foule, pas totalement malheureusement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les qualités de cette falaise? Un souvenir personnel, par exemple, ou rien du tout, auquel cas on passera à la diapositive suivante. Est-ce qu'elle est menacée, cette falaise? Est-ce que vous avez observé une dégradation depuis 1960? Alors, justement, c'est une très bonne question, mais on va l'aborder par la suite. On va l'aborder par la suite parce qu'on va traiter le sujet en long, en large et en travers. Bien. Alors, voyons ce qui se passe. C'est que cette falaise, elle est comme presque toutes les falaises d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle s'effrite. Maintenant, la question qui va se poser, et qu'on va voir par la suite, c'est est-ce qu'elle s'effrite beaucoup? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des aléas? Les géologues appellent ça des aléas. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter? Autant de questions auxquelles on va essayer d'apporter des réponses. Alors l'homme fait preuve de ce qu'on appelle l'hubris, d'un mot un peu savant, c'est-à-dire qu'il se croit tout puissant. Et voilà ce qu'il a fait l'homme. Eh bien, il a fait ça tout simplement. Hein? C'est-à-dire qu'il s'est dit, la falaise s'effrite, je vais la consolider avec des gros rochers. Et vous avez pu le voir, et on va le voir davantage, puisque on est passé de ça à ça. Alors là, les hirondelles de rivage, alors elles ne viennent pas partout, elles viennent que quand il y a du sable dans la partie haute de la falaise. Mais là, bon là, ça y est, ça c'est juste en dessous de l'escalier de Kerlandec, ben voilà, c'est comme ça. Alors on se dit, ben, ces gens-là ont peur pour leur maison, et ça c'est un sentiment tout ce qu'il y a de plus d'humain. Mais la question est de savoir si c'est justifié, c'est-à-dire est-ce que la falaise recule beaucoup, ou est-ce qu'elle ne recule pas beaucoup? Non, mais moi j'ai juste une question. Est-ce que les deux photos sont prises à quelques années d'intervalle au même endroit? Non. Elles sont pas prises, elles sont prises à quelques mètres de distance. Voilà. Et malheureusement, je n'avais pas prévu il y a quelques années de faire cette conférence, et donc je n'ai pas fait la photo il y a longtemps.
Voilà. Donc, il reste cette falaise du Carbonec, une toute petite partie qui est exempte d'enrochement. On va le voir. Alors, voyons ce qui s'est passé. Eh bien, voilà. C'est que, alors si vous regardez, je vous ai fait tout à l'heure, référence à Pénétin, je vous ai essayé de faire référence à Serra, je vous ai fait référence à Piriac, eh bien il n'y a pas tout ça. Ils ont les mêmes falaises et bizarrement, eux, ils n'ont pas fait d'enrochement. Il y a tout pareil des propriétés et il n'y a pas d'enrochement. Comment ça se fait? Le problème est le même. Je sais pourquoi, mais ça, je vous dirai pas, ce sera vous de le trouver. La crainte on va poser 3 questions en fait. Est-ce que la crainte des riverains est légitime? Mais moi je conçois très bien qu'on peut se poser des questions pour son bien. La deuxième, c'est est-ce que les enrochements vont empêcher le recul de la falaise? Parce que là on peut se poser la question. Effectivement, parce que là, on a mis des gros rochers, est-ce que ça va véritablement arrêter le recul? En plus, il y a une réglementation qui existe. Il y a un PLU, c'est important, plan local d'urbanisme, qui acte ces contraintes et qui va nous parler des falaises. On va aussi le PPRN, le plan de prévention des risques littoraux. C'est-à-dire qu'après Xintia, l'État a décidé de faire un inventaire complet de tout ce qui se passe avec les risques de recul de falaise et on va voir, et on va parler beaucoup de ces études et des résultats qu'elles nous apportent. Et la loi littorale aussi, elle a son mot à dire. La crainte des riverains pour leur propriété est-elle légitime? Eh bien, la réponse, ce n'est pas Patrice Pervez qui va vous la donner, ça va être le BRGM, donc cet organisme scientifique qui a fait une étude, une longue étude. Vous allez voir que la page suivante, ça va vous parler du protocole. C'est assez compliqué. Ce sont des scientifiques, et pour les non-initiés, c'est pas facile. Voilà comment ils ont fait, en gros. Moi, je vais vous résumer ça. Ils ont pris des photos des années 50 jusqu'aux années 2010, 2011, et il y a eu des photos qui sont faites, si ceux qui connaissent le site Géoportail le savent bien, on peut revenir en arrière, et donc voir des photos des années 50, et maintenant c'est presque tous les 2 ou 3 ans. Gilles pourrait le dire avec plus précision que moi, c'est un grand spécialiste des SIG dont on va parler. Bon, voilà. Donc en fait il y a un protocole scientifique, il y a eu aussi des gens qui se sont déplacés pour voir comment ça évoluait, et tout ça a été compilé en quelque sorte, et il en sort différentes études et différents résultats. Alors là, Gilles nous a fait ça. Voilà une photographie aérienne des années 50, par exemple, sur la baie du Carbonec. Alors, vous voyez le trait rouge, c'est la limite de la falaise. Maintenant, on a la même photo aérienne avec un trait vert pour l'année 2022. Et maintenant, sur cette carte, vous allez voir les deux traits. Alors, la première conclusion qu'on peut se dire, c'est que ça n'a pas tellement reculé. Ça a très peu reculé. Moi, j'étais dans les années 60, au début des années 60 à Kerndonck. Il y avait effectivement un escalier qui passait sur la gauche, pas comme c'est maintenant. Mais si ça a reculé de 3 mètres depuis le 62-63, 3 mètres, on est en 2022, ça fait 40 plus 20, 60 ans, 3 mètres, 60 ans. Voilà ce que j'ai constaté, moi. 3 mètres en 60 ans. Alors si vous faites la division, vous allez voir qu'on est loin d'une régression rapide de la falaise. Maintenant, on voit un petit peu ce que nous disent nos géologues du BRGM. Ils nous disent, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était une roche métamorphique présentant un feuilletage riche en mica, parce que, comme chacun sait ou chacun ne sait pas, l'argile, c'est un silicate d'alumine hydraté, et donc ça contient du feldspath, de la silice et la couleur ocre et du haut fer. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'argile qui est modifiée sous l'influence de la pression et de la chaleur. Bon. Alors, cette étude du BRGM, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les falaises, comme je vous le dis là,
les falaises peuvent être à l'origine de chutes de pierre et plus rarement de gros blocs ou éboulements. Généralement, la terre végétale et la végétation se retrouvent en surplomb aux falaises. L'aléa associé, en fait, c'est ça qui est important, parce que ça, le reste, vous le saviez, hein. Ce n'est pas une révélation. L'aléa, c'est en fait, est-ce que ça va vite ou est-ce qu'il y a un gros risque ou pas? Et là, ils nous disent que c'est fait. Alors, voyons, là, on a une cartographie de Mesker. Alors, vous voyez qu'on est un peu en très faible et surtout en faible. Par contre, l'anse de Bayaden, hein, c'est l'anse de Bayaden qu'on voit plus au sud avec du rouge, là ça recule beaucoup plus fort. C'est-à-dire c'est à côté de Brambel, lorsque vous voyez les rochers de Brambel où les gens vont pêcher sur la côte sauvage, là il y a les... Oui, c'est la commune de Piriac. Voilà, on est sur la commune de Piriac en rouge, mais vous allez voir ce qui s'est passé à Piriac. Est-ce qu'ils ont arroché comme des fous ou pas? Alors, voilà. Extrait de l'étude. Hein, donc là, on voit notre plage de Carbonnet. On reprend ce que je viens de vous dire. C'est faible à très faible. C'est l'instabilité, hein, ça. Bon. Bien, alors là, en fait, il y a une fiche qui est consacrée plutôt à l'étude. Et là, on a tous les détails. Donc, qu'est-ce que c'est que le diagnostic? Eh bien, c'est faible et on va avoir aussi l'aléa, taux de recul pour l'ensemble, c'est mis 10 cm par an. Et ma foi, on est bien inférieur bien souvent. Donc, non seulement cette étude n'est pas... elle nous dit que c'est rassurant, mais en fait, dans la réalité, on constate que c'est encore bien inférieur. Mais on va partir sur l'hypothèse de ce qu'ils nous disent. Voilà. Donc maintenant, sur ces premières conclusions, hein, qui ne sont pas celles de Patrice Mervez, peut-être les vôtres, dans la mesure où vous êtes là depuis longtemps, vous avez peut-être constaté aussi que cette falaise, elle avait très peu bougé. Est-ce qu'il y a des opinions ou des sentiments sur ce sujet, c'est-à-dire la vitesse de recul de la falaise? Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que 10 cm par an, c'est une moyenne. Et quand ça s'écroule quelquefois sur 50, 60, voire 1 mètre. Exact. Bon, et après, ça se tasse. Oui. Et 10 cm, c'est une moyenne. Donc, tout à fait. Il faut bien comprendre ça aussi. Oui, c'est bien, vous avez tout à fait raison. En fait, il ne se passe rien peut-être pendant 30 ans, et puis tout d'un coup, ça va reculer de 3 mètres. Hein, parce que, en fait, le mécanisme est simple, il n'est pas très difficile à comprendre, c'est l'eau qui dégrade la falaise. Et en aucun cas la mer. La mer n'a absolument aucun effet, si ce n'est de balayer, une fois que c'est tombé, en pied de falaise, eh bien la mer, qu'aux grandes marées, va venir en quelque sorte nettoyer la plage, mais on n'a pas des tempêtes qui viennent au bout de la plage, généralement. D'abord parce que cette baie, elle est orientée nord, et que les grandes tempêtes, ce n'est pas des tempêtes avec des vents nord, c'est des tempêtes avec des vents sud-ouest. Donc, on n'a pas des déferlantes sur la falaise. Hein. Et puis, également, oui. Je compte, effectivement, votre système météo, on est bien d'accord, mais ce qui va attaquer la falaise, c'est pas le vent, c'est la houle. Il n'est pas nécessaire d'avoir du vent pour avoir de la houle. Et la houle, vous le voyez bien, si vous avez regardé il y a 1 mois à peu près, donc une houle assez forte, Oui. La houle est venue attaquer le pied de la falaise. Elle est venue lécher, pas attaquer. Non, ça attaque quand même. Parce que c'est-à-dire que pour faire l'attaque, il faut qu'elle charrie des pierres. Il faut qu'elle soit associée à des pierres. C'est bourré de cailloux, parce que à cette saison-là, vous avez tout le sable qui se retire, Oui. et en dessous de ça, vous avez des cailloux. Oui. Et ces cailloux sont roulés par la houle, Oui. et ça attaque aussi le pied de la falaise. Donc en fait, la falaise, elle est attaquée par le haut, par les eaux de ruissellement, et par le bas, par la houle. Alors, vous aurez remarqué aussi que le pied de falaise est beaucoup plus solide que le haut. On est bien d'accord? Oui, parce que là, on est en haut, on est sur de l'argile, c'est-à-dire que le micaschisme, sous l'influence de la pluie, s'est transformé à nouveau en argile, il est
fortement dégradé. Au pied de falaise, on est sur quelque chose qui est dur, parce que là, moi j'ai des photos des années 60, la falaise, pour les parties les plus dures, ça a très peu changé. Ça a très peu changé. Si on a reculé, là pour le coup, d'1 mètre en pied de falaise, c'est bien tout. Oui. Ce que je voulais dire simplement, parce que j'ai étudié ça sur la CERAC, les pieds de falaise sont très durs, parce que c'est des roches qui sont très vieilles. Après, l'argile, il est venu parce que, vous imaginez notre secteur avec 10 mètres d'eau de plus. C'est-à-dire que cette argile a été déposée par la mer qui submergeait toute notre région. Hein. Et puis après, ça s'est cassé. C'est à la création de l'océan, notamment de l'océan Atlantique, où on voit toutes les cassures. Je ne vais pas en parler pendant des heures, mais on voit toutes les cassures. Alors, les premières cassures, c'est la côte sauvage, les Guérandes, et après, à Savon. Voilà les cassures qu'il y a eu. Mais toute cette argile est venue par la mer qui faisait 10 mètres de plus. D'autres époques, la mer, elle était à 100 km de chez nous. La glaciation, la mer est à 100 km de chez nous. Donc, en fait... Le pied, c'est de la roche dure. C'est de la roche dure, c'est là-dessus qu'on voit, c'est la même roche où il y a les huîtres qui sont là, volantes. On sent bien que c'est costaud quand même. Hein. Et ça se débite pas de 1 mètre par an, hein, ou de 10 cm par an. Bien, alors on passe à notre sujet maintenant. Question clé, c'est... Oui, je vous en prie. En fait, là, quand vous disiez que c'est l'eau qui entraîne la transformation, on parle de l'eau douce, c'est pas de l'eau, et que l'eau salée, ça n'a pas la même fonction, c'est ça? Non, mais l'eau salée sur cette roche qui est très dure, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet, c'est la partie sommitale qui est dégradée. D'ailleurs, on peut la prendre avec la main, cette argile, à nouveau, hein, on se salit beaucoup. Moi, quand j'étais monte, je montais dans une espèce de grotte qui a été maintenant bouchée par des arrangements. Mais là, on revenait un peu rouge, hein, parce que c'était vraiment sale. Bien. Alors, voyons. Eh bien, on va voir ça, c'est le vrai sujet, en fait. Est-ce que ça va nous protéger? Eh bien, figurez-vous que les anciens propriétaires se sont posé la question de longue date, de vouloir, ils ont constaté effectivement qu'il y avait cette fragilité de la falaise, et ils se sont dit, si on fait de la maçonnerie, on va la protéger. Alors, on trouvait ça près de Kerloïc, et on trouvait ça aussi sous une autre maison. Hein, voilà, la voilà en photo. J'ai pris juste une partie. Alors, regardez ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait... Ce qui s'est passé, c'est comme à plusieurs endroits, le mur s'est trouvé tout seul. Il s'est trouvé tout seul, c'est-à-dire qu'il ne tenait plus. Parce que derrière, il n'y avait plus rien. Si ce n'est pas la mer qui attaque, mais le ruissellement, non, le mur ne va protéger en rien. Hein, de même que les rochers, d'ailleurs, on va le voir par la suite. Mais, c'est-à-dire que ça n'empêche pas la falaise de reculer, en aucun cas. En aucun cas, parce que c'est l'argile, c'est parce que c'est l'eau qui... Et donc la falaise recule. Tout d'un coup, le mur, il s'est trouvé tout seul, il s'est cassé la figure. Et vous pourrez... Ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder avec un œil neuf comment ça se passe. Vous arriverez aux mêmes conclusions que nous. Alors, voyez, donc ces enrochements, donc les gens se sont dit, hein, on a le mur qui s'est trouvé effondré, et puis, bon, on va voir les enrochements. Alors on se dit, t'as vu la taille des rochers, on se dit, ça c'est du costaud, ça ne va pas bouger. Hein? Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a un autre enrochement, et qu'est-ce que vous voyez? C'est un enrochement en dessous de Kerloïc. Ça a été pris en 2009. C'est pas les amis des sites qui ont inventé ça, hein. C'est que l'enrochement, il s'est cassé la figure. Pour la raison que je viens de vous évoquer, que ça soit de l'eau, que ça soit des grosses pierres, ça se casse la figure, forcément, puisque ça continue de reculer. Donc, tout enrochement est amené à disparaître. Et on va prendre des détails. Regardons ici un autre endroit. On est toujours sur la falaise du Cabonnet. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Vous voyez très nettement qu'il y a des trous béants derrière le rocher. Hein? C'est pas nous qui le disons, ça. C'est pas nous qui l'avons fait, ça. C'est bien clair. Là, on est à un autre endroit, là. Regardez ici, là. Ah, vous voyez, comme ça. Hein? Ça, c'est la descente, ça a été placé, c'est pour la descente pour accéder au bout de la plage. Hein? Voilà, ça se casse la figure parce que ça continue de reculer. Alors, là, on se pose une autre question aussi, parce que vous avez vu
comme tout le monde, que la plage, désormais, est interdite. Elle est interdite à cause des éboulements naturels. Mais en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que ces enrochements ne sont-ils pas plus dangereux? Parce que là, quand vous prenez des petites pierres, parce que ça tombe généralement des petites pierres, quelquefois des plus gros bords, mais là, c'est pas de la rigolade si vous êtes en dessous. Hein. Là, c'est pas du tout de la rigolade. Alors, vous avez... Et là, c'est quoi ça? Un autre truc, et ça se casse encore la figure. Alors, on dit c'est mal fait, c'est mal fait. On va voir, on va en parler, on va regarder de ce qui est soi-disant bien fait. Hein? Alors, regardez là, si vous vous promenez un petit peu sur le Cabonnet en allant vers le port du Touru, ici, regardez ce qui tombe là. Regardez tout ça. C'est pas des petites pierres, ça. Et celui-là, là, si vous étiez en dessous, là, c'est quoi ça? C'est gros comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des enrochements, et puis il y a une espèce de gros amas qui sont glissés derrière les enrochements, et derrière ces enrochements, ben, on a des... Et puis évidemment, comme la falaise recule, continue de reculer, naturellement, ben, tout ça se trouve libéré, en quelque sorte, et vous pouvez vous promener, et vous allez voir tout ça. Alors voilà, bon là j'ai dit mon sentiment. Je n'ai pas dit mon sentiment, j'ai dit ce qu'on observe. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas une question de sentiment, c'est une question d'observation. Parce que là, les photos, c'est pas des photos trafiquées qui ont été faites. Hein. C'est des photos que j'ai prises l'une en 2009, l'autre je l'ai prise en 2024. Hein. Alors, il faut savoir qu'en ce qui concerne la plage du Moulin, les propriétaires sont condamnés par l'État qui a porté plainte devant le tribunal administratif et qui sont condamnés à retirer leurs enrochements à leurs frais. Comme il y a un problème de succession, ils sont condamnés à 20 € par jour tant que ce n'est pas fait, et s'ils ne le font pas, ce sera l'État qui va le faire et qui va enlever tout ça à leur charge. Question. Vous avez tout à fait le droit de contester ce que je veux dire, mais il faudra qu'on aille voir ensemble pour contester la réalité. Oui, deux questions. Si je comprends bien, c'est que les gens ont fait des enrochements sans autorisation, sans études, sans rien. Alors, sans études, ça c'est sûr. Sans études, c'est certain. Sans autorisation, alors il faut savoir quelle est la règle. Justement. Oui, alors quelle est la règle? La règle, c'est, je vais vous la présenter après, il y a plusieurs règles. La situation a évolué et la réglementation a évolué dans le temps. La règle, c'est que le pied des enrochements, il repose sur le sol, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, on est sur le DPM, c'est-à-dire la zone maritime. Donc, il faut obligatoirement avoir une autorisation des services de l'État. Après, on verra quelles sont les autorisations qu'accordent les services de l'État. Et plage du Moulin, il n'y a pas eu d'autorisation du service de l'État. Ils ont demandé à la mairie les accepte systématiquement. Toute demande d'enrochement sera toujours acceptée par la municipalité actuelle. Il faut le savoir. C'est systématique et on ne voit ça qu'à Quignac. On va parler de l'Anse de Bayadène où ça recule 2 fois plus qu'ici. Excusez-moi, c'est Oui. financé par les propriétaires eux-mêmes? Alors, ça dépend des époques. Il y a une époque où il y avait des financements publics. Il y a longtemps. C'est plus le cas maintenant. Depuis au moins une quinzaine d'années, je dirais. Je n'ai pas la date exacte. Maintenant, c'est à leur frais. Oui. Alors, maintenant, on va voir si c'est légal tout ça. Parce qu'il y a une réglementation. Il y a une réglementation. Et qu'est-ce qu'on va voir ce qu'elle dit, cette réglementation? Alors, il faut savoir que tout ce qui est du domaine maritime demande obligatoirement l'accord des services de l'État. Donc, vous posez le rocher sur la plage, il faut l'autorisation des services de l'État. C'est impossible. Et bien souvent, les gens ne l'ont pas demandé. Pour nous, la question est de savoir si on peut avoir un effet rétroactif pour dire que ce n'était pas possible, qu'on ne peut pas laisser ça. Maintenant, vous allez voir. Alors, je pense qu'il y a 4 ans, il y a 4 ans, il y a eu une réunion quand le PPRL, le plan de prévention, ou c'est peut-être plus que ça, des risques littoraux a été publié.
il y a eu une grande réunion qui se situait, je ne me souviens plus, enfin bon, peu importe, je crois que c'est à la Turballe, et on nous a présenté la position de l'État face aux risques littoraux. Alors c'est présenté ici pour la Loire-Atlantique. Alors, vous voyez, c'est visible un tableau comme ça. Alors, on va passer là, prendre le détail. Hein. Donc ici, ce qui nous concerne, on est dans du semi-naturel, espace naturel mais comportant des aménagements d'ouvrages de défense contre la mer. N'est-ce pas typiquement ce qu'on a à Plage du Caillou? Qu'est-ce qu'il est dit? Accompagnement des processus naturels. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'enrochement. Hein. Ici, repli stratégique, relocalisation des activités et des liens. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Et là, ici, qu'est-ce qu'il est dit? Mise en œuvre de techniques souples. Mise en œuvre de techniques dures uniquement dans le cadre de sécurisation du domaine maritime, sous réserve d'études environnementales et d'insertion paysagère. Ah ben, vous l'avez vu, l'insertion paysagère, sur le premier truc que je vous ai présenté? Où elle est? Et l'étude, où elle est? S'il te plaît. Oui. Est-ce que tu peux préciser la nature du document que tu... Oui, alors ça, c'est quelque chose qui nous a été présenté. Je veux dire, j'ai récupéré ça il y a longtemps, enfin, je l'ai dit. Et donc là, si on revient dessus, ça s'appelle, mais ça doit être publié, hein, on doit pouvoir le trouver. Ça s'appelle Stratégie départementale de gestion du fret de côte. Donc si vous cherchez ça, ça a été publié, ça doit être. Si on demande à ChatGPT, il va vous trouver ça. Bon, alors cet été, pourquoi nous sommes là, pourquoi on a fait cette réunion? C'est que cet été, comme je vous l'ai dit, la commune accorde tout systématiquement demande d'enrochement. On a eu donc cet été 2 nouveaux permis d'enrochement accordés durant l'été. Et la commune a voté un budget de 15 000 € pour financer une étude. Mais on accorde déjà le permis d'enrochement avant d'avoir fait l'étude. Ça paraît bizarre quand même. Et puis je me dis, il y a 2 enrochements qui sont prévus. Un qui est en pratique d'intérêt public et l'autre pour un propriétaire privé. Alors on va voir, c'est la parcelle. C'est cette parcelle-là. Hein. Alors qu'est-ce qu'il dit PLU? Enfin, qu'est-ce que dit le PLU? Alors, vous savez que le PLU, ça fonctionne avec des zones. Ici, c'est la zone elle-même. Seuls sont autorisés les ouvrages de protection contre la mer et les installations liées au moulage et aux activités portuaires. Tout autre équipement est par principe interdit dans la zone. Alors vous êtes là dans une activité de port. Où il est le port là? Il y a un mouillage, oui, on va en reparler, parce que c'est un des problèmes auxquels on est confronté. C'est-à-dire que dans le temps, il y a eu un projet prévu d'extension du Touru avec des digues, avec tout un gros projet. Et alors là, on a ça ici qui a été présenté. Voilà. Ça, c'était donc non-respect, on a vu non-respect du PLU. Maintenant, que dit le PPR? Les enrochements sont prévus dans une zone classée à zone risque d'érosion et également zone soumise au choc mécanique lié à la houle ou située en bande de précaution sur le plan des préventions des risques littoraux. Le PPRF précise, sont interdits les occupations et l'utilisation du sol de toute nature à l'exception des terrasses de bars ou de restaurants, des constructions d'intérêt collectif ou d'intérêt général. Dans le cas présent, la parcelle que je vous ai montrée, c'est en aucun cas l'intérêt général. C'est pas un bar, c'est pas le petit cabonnet non plus, hein, le petit cab. Bah non, pas pour moi. Hein. Voilà ce que dit le PPRL, et là encore, pouf, on a quand même ce truc-là. Après, la loi littorale, qu'est-ce qu'elle veut dire? La loi littorale, elle dit de préserver des espaces remarquables, et on a vu combien au début nous considérions que c'était un espace remarquable, d'autre part qu'il y avait des oiseaux, qu'il y avait un site, qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel, qui en plus est en continuité, parce que si on voit entre cette plage du Cabonnet et la zone Natura 2000, on est juste à côté.
Et devant, on a Morbraz. Donc, on a des zones d'intérêt qui sont en continuité. Donc, cette baie du Cabonnet, elle est tout à fait concernée par ça a fait l'objet d'une présélection dans le cadre de l'inventaire patrimoine géologique. Et sauf sont tolérés des aménagements légers, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un aménagement léger. Bon, alors ma conclusion, j'espère que vous la partagerez. 1. Le recul falaise est très lent et ne menace pas les constructions existantes. 2. Les enrochements sont inefficaces, voire dangereux. En France, les autorisations d'enrochement sont grandement lourdes. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. Ce n'est pas nous qui sommes des extrémistes. Nous, on est des gens qui simplement essayons de faire appliquer la loi. Et la loi, elle dit, c'est une zone naturelle, c'est un beau site. Pourquoi faire tous ces enrochements? Alors, on va prendre un cas. Celui-là, c'est un propriétaire qui est propriétaire de la parcelle AH29 et qui a fait une demande d'enrochement. Il a déjà un enrochement. Et on va voir ce qu'il est arrivé à son enrochement. Regardez ce qui s'est passé à son enrochement. Regardez ce qui arrive à son enrochement. Il est en train de partir. Et moi je dis qu'il devient dangereux et qu'effectivement il faut le retirer et puis rien mettre à la place. Alors on va voir. Alors là ici. Alors est-ce que sa propriété est menacée? On est à 23 mètres 93. Alors bon, le 93, c'est fait à la louche. Mettons qu'on est à 20 mètres. Eh bien, si ça recule de 9 cm par an, c'est loin d'être le cas, on est à 266 ans pour que sa maison soit au bord de la falaise. Je ne sais pas, mais accorder ça, c'est pas possible, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on demande, nous, association? On demande deux choses. On demande d'une part que on a déposé des recours en annulation devant le tribunal administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas gratuit, loin de là. C'est un engagement financier très important pour les agriculteurs. Parce qu'il y a 2 enrochements, 2 procédures, ça nous coûte très cher. Mais notre vie, je dirais, c'est notre fonction. On est là pour protéger les sites. C'est notre ADN. Donc si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien d'avoir de l'argent dans la caisse. Ce qui compte, c'est de protéger les sites. Et donc, on demande l'interdissement de tout enrochement nouveau et on demande que les enrochements soient retirés aux frais des riverains dès qu'ils présentent un enrobement. Voilà notre demande, voilà ce dont on voulait parler. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Je vous passe la parole et là, vous aurez un micro. Oui. Est-ce que ça votre demande, est-ce qu'elle concerne la descente qui a été faite sur la plage du Cabonnet, la grande descente? Non. Parce que vous avez montré des photos où effectivement le bout. C'est-à-dire que nous ne demandons rien pour les enrochements d'intérêt public. Mais pourtant, il faudrait qu'il soit consolidé parce que vous avez. Il faudra qu'il soit consolidé, effectivement. Et dernière chose, est-ce que vous préconiseriez pas l'interdiction de stationnement des voitures juste au-dessus? Alors là, je vais vous dire que je ne sais pas si c'est ça qui provoque, parce qu'effectivement, ce qui est sûr, c'est que toute imperméabilisation de la partie sorbitale accélère le ruissellement et donc la dégradation de la plaque. Ça, c'est imparable. Et le fait qu'il y ait des voitures qui oui, ça ne doit pas être terrible. Ça peut être dangereux, parce que là, la falaise s'éboule à cet endroit-là aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des barrières qui avaient été mises. Oui. Maintenant, elles menacent de tomber. Oui, là, ça couvre. Si je pense, oui. Je vais être contredit, mais s'il y avait moins ou pas du tout de circulation de véhicules lourds à cet endroit-là, ça préserverait la falaise. Je pense qu'on peut venir en vélo, objectivement. Voilà mon opinion. Ça serait mieux d'installer des parkings à vélo. Voilà, effectivement, je suis d'accord. Oui. Oui, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'il y ait une étude vraiment
incontournable à faire, parce qu'il ne s'agit pas de faire des arrangements sans faire d'études. Ah bah, de toute façon, c'est obligatoire, on l'a vu. C'est obligatoire. C'est ce que dit la loi. Et une étude paysagère et des arrangements légers. Et pas des arrangements. Parce que, alors, je ne vous ai pas parlé, excusez-moi, je vous passe la parole aussitôt. L'anse de Bayadem, vous l'avez vu, c'était en rouge. Hein? Alors, l'anse de Bayadem, ça recule sérieusement. Et il y a des maisons en rouge. Qu'est-ce que leur a dit l'État? Niet, vous ferez